On a aussi Philippe Reuter, avocat, ancien bâtonnier de Nouméa. Jenny Sigaud, aussi une habituée du concours d'éloquence, ancienne présidente de la CCI, directrice aujourd'hui de l'ISée. Et ici, là, comme tu veux, là. Et puis enfin, monsieur le vice-recteur Éric Roser, qui va être président du jury d'éloquence 2020. Alors, ce que j'aimerais faire là, c'est un peu vous présenter rapidement le concours. Je vais faire ce que j'ai demandé à mes élèves de faire, et je suis sûre qu'ils sont meilleurs que moi. L'idée ici, c'est, quand vous regardez un petit peu ce qui est habitué, l'éloquence, ça va être d'utiliser le bon mot. Ce bon mot, c'est des élèves de pré-prépa qui l'ont trouvé. On avait lancé un petit concours entre eux et ils ont décidé d'appeler ce concours d'éloquence de pré-prépa au mot pré. Au mot pré qui a été donné par les anciens de pré-prépa qui nous regardent, parce qu'il y en a certains, notamment Francis Chenas, qui nous regardent de Sciences Po Paris, et que c'est un adepte réel de l'éloquence. Ils ont eu, eux, leurs mots à dire, voire plusieurs mots, et tous ont pris la parole. Et aujourd'hui, nous allons avoir les nouveaux lycéens, les nouveaux finalistes. On a donc 8 finalistes, de vaillants finalistes, qui ont entre 14 et 18 ans, la plus jeune a 14 ans, de la seconde à la terminale, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, la valeur n'attend pas les années. On a certains qui stressent, parce que le résultat du bac, c'est demain. Mais je pense que c'est un bon stress. Donc, je vais vous demander d'applaudir les différents finalistes. Donc, j'appelle d'abord Margot, du lycée Blaise Pascal, qui est en première, et c'est elle qui a gagné le concours de Blaise Pascal. Ensuite, nous avons Luna, qui était finaliste du concours du lycée La Pérouse, qui est en terminale. On a Léa, qui est en terminale au lycée Blaise Pascal, et qui a fait l'éloquence pour la première fois pour se préparer au concours du UGC. On a Léna, voilà, Léna qui est en seconde et qui a 14 ans et qui a été retirée au moment du concours des ambassadeurs des océans. Ensuite, nous avons Charlotte, finaliste du concours du lycée La Pérouse. On a Pierre, terminale aussi du lycée La Pérouse, qui a découvert un petit peu l'éloquence, qui s'est exprimé pleinement lors du concours du lycée La Pérouse. Nous avons Lou, du lycée Blaise Pascal en première, c'est notre artiste. Et enfin, nous avons Jules, en terminale au lycée La Pérouse, gagnant de la jupe du concours du lycée La Pérouse, et acteur notamment connu par le rôle de Néron lors de la représentation du lycée La Pérouse. Alors je veux juste qu'on ait bien y pensé pour Alizé qui est à la fois qui doit nous regarder. Et à ce moment-là, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, ça a été difficile de trouver un thème, parce que c'est une année très particulière. Les mots ce soir, encore plus, je pense qu'ils doivent être importants, ils doivent être imposants, ils doivent être choisis au mieux, au plus près, au mot près, en fait l'idée c'est ça. En plus, l'éloquence est devenue un petit peu à la mode, puisqu'il y a la réforme du baccalauréat avec le grand oral, mais ils ne vont pas passer tous le grand oral. Il y a certains, notamment les élèves de terminale, je peux vous dire qu'ils ont travaillé. C'est du travail, un concours d'éloquence. C'est un travail pour ajuster les mots, pour élever les mots, pour choisir les mots. Et moi déjà, je vous applaudis, parce que vous avez été exceptionnels dans tout le travail. On a commencé très tard les ateliers d'éloquence à cause de la Covid-19, et donc ça a été compliqué. Vraiment, je tiens sincèrement à les applaudir. J'aimerais bien que vous les applaudissiez déjà. Et en plus,
je vous dis juste une chose, c'est que c'est difficile de les entraîner aujourd'hui. Parce que spontanément, ils vont dire Seb. Ils vont dire du coup. Ils vont dire ça me parle. Eux, c'est ce qu'on appelle nous les mots parasites. Donc en fait, on a essayé de les déparasiter, on a essayé d'éradiquer, on va voir. Donc le thème ce soir, globalement pour les solos et la joute, c'est le thème du cinéma. Donc on a pris des titres de films et on les a transformés en problématiques. Alors on a eu plusieurs possibilités, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais le contexte fait qu'on a certains films titres de films qu'on a mis de côté. Par exemple, y a-t-il un pilote dans l'avion? On s'est dit que cette année, c'était pas forcément bien. On avait aussi Intouchable, non plus. On avait le Loup de Wall Street. Pourquoi pas? Non, on a dit non. On avait Apocalypse Now. Non. On s'est dit, on va hésiter. Dans le contexte, il vaut mieux l'éviter. De toute façon, et là j'aimerais bien que Kaël vienne avec moi, qu'il dise des petits mots, parce qu'en fait, il va dire des petits mots, mais il a toujours le mot prêt et le mot juste, Kaël. Donc en tant qu'ancien finaliste, j'aimerais bien qu'il donne son avis juste avant de démarrer le concours, avant l'ouverture par le vice-recteur, mais pour les encourager, parce que tu es passé par là plusieurs fois, et tu sais que l'important c'est de participer, mais là l'important c'est de parler, Kaël. À toi. Bonsoir à tous, et surtout bienvenue à ces jeunes dans cette discipline aussi belle qu'exigeante qu'est l'éloquence. Il y a un an, j'étais à votre place, ici d'ailleurs, devant ce jury et devant ces personnes-là, et il y a 3 ans, je commençais cette discipline avec des jeunes. Je vous dis jeunes parce que dans l'éloquence, et c'est ça le pouvoir des mots et le pouvoir de l'éloquence, il n'y a ni sensibilité, ni communauté, ni appartenance, juste le pouvoir des mots. Et ces mots sont les plus grandes forces qu'on peut avoir, parce que les mots consensus, équilibre, sont parfois plus forts et dressent beaucoup plus de pans que de fossés. Alors oui, je ne dis pas que les tensions se règlent avec des mots comme je t'aime, mais je pense que c'est plus facile en le disant. Le dicton le dit, l'important c'est de participer, et vous allez le faire ce soir, mais laissez-moi vous donner un autre conseil: discourez, écrivez et dialoguez. Faites vivre cette part d'humanité qu'on a tous, mais que beaucoup ont tendance à oublier. Parce que l'éloquence, avant tout, elle nous rappelle que nous sommes humains, que nous échangeons, et quand dans une année, comme le disait Madame Ramsim, nous avons vécu une pandémie mondiale, un confinement, un référendum, et récemment des barrages, mais surtout la fin des voyages en Australie, la seule chose qu'il nous reste, c'est le pouvoir des mots. Bonne chance à vous. Je voulais donner la parole à monsieur le vice-recteur pour introduire un petit peu le concours, après on démarre. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers jeunes élèves. Je voudrais exprimer avant tout le plaisir que le jury a de se retrouver pour partager ce moment important, parce que nous savons d'avance que va s'y exprimer le talent au travers du mot, au travers du verbe, et que à ce titre, c'est avant tout pour nous un moment de plaisir partagé, j'espère aussi avec le public. Voilà, je voudrais aussi, et pour ne pas être plus long tout de suite, remercier Madame Ramsim pour avoir pris l'initiative de ce concours et pour en avoir organisé toute la dimension qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, et sans être plus long, je vous donnerai un petit mot de conclusion tout à l'heure, je voudrais lancer tout de suite le concours. Alors, la première partie du concours, il va s'agir de 4 solos. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont venir présenter leur sujet et ils doivent le présenter pendant 5 minutes avec une introduction, une partie à l'affirmative, une partie à la négative et une conclusion. Donc ce que je vous propose d'abord, c'est d'accueillir Margot.
aller contre le sens moral et les convenances de la vie. Faire ce que l'on veut, quand on veut, où l'on veut. C'est ça, faire les 400 coups. Faut-il les faire? Sont-ils vraiment nécessaires pour vivre? L'homme ne vit qu'une vie, la sauterelle ne vit qu'un automne. Ce proverbe chinois nous rappelle que comparé aux humains, les animaux n'ont pas la notion du temps. De l'oiseau au ver de terre, les animaux voient leur vie défiler, mais ne voient pas leur dernière heure. Alors que pour nous, les hommes, le temps est le pire ennemi. Il ramène au final à la même chose pour tous, la mort. C'est pourquoi nous utilisons ce temps qui nous est accordé pour se sentir encore plus vivants et encore plus libres que nous le sommes. Ces 400 coups, ce sont les ailes de l'oiseau libre du temps que nous sommes. Dans une chanson s'intitulant Dommage, les chanteurs modernes Big Flo et Oli chantent « Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ». Le remords, c'est l'effet causé par un coup raté. Ce sont ces coups ratés, ces remords, qui font les personnes que nous serons. Un remords, dans quelques années, se transformera en un souvenir. Un regret, lui, s'installe, nuit et jour. Toute notre vie, il s'accroche à nous, il s'ancre au plus profond de notre être. C'est pourquoi il est essentiel de faire ces 400 coups, pour transformer une vie tourmentée de regrets en une vie remplie de remords, de leçons, de joie, qui forgent le chemin de celui que nous serons. Mais à trop vouloir voler près du soleil, on s'en brûle les ailes. Les 400 coups demandent un élan de folie, d'adrénaline, qui prend le dessus sur tout, la peur et le danger. Le film Les Goonies, sorti en 1985, pour ceux qui connaissent, met très bien en scène la jeunesse face à un danger, prêt à tout pour les 400 coups. Fonce tête baissée vers le danger. Les 400 coups sont toujours dangereux. D'un degré différent, bien évidemment. Mais il est important de rappeler que ces 400 coups ne sont pas nécessaires. Ils sont dangereux, certes, mais nous ne sommes pas dans un film. La vraie vie, elle est là. Elle est entre nos mains et elle est précieuse. Balzac dit un jour, « Il n'y a rien de plus triste qu'une vie sans hasard. » Si l'on force les choses, le hasard n'existe plus. Lorsque la vie et le hasard se croisent, le destin se crée. Croyez-vous que la Belle au bois dormant de Disney a fait les 400 coups pour arriver à sa belle vie de princesse? Je ne pense pas l'avoir vue faire le mur de chez elle pour aller à une soirée ou sécher les cours pour aller à la plage avec ses amis. Elle s'est contentée simplement de suivre le hasard que la vie lui tendait pour arriver à un destin heureux et beaucoup d'enfants. Certes, je vous l'accorde, nous ne sommes pas dans un conte de fées. Nous sommes dans la vie, notre conte à nous. Il est donc important de préserver la vie, de la protéger et de la chérir. Pour ma part, désolé papa, désolé maman, je compte bien les faire ces 400 coups. On n'a qu'une vie, non? Je ne veux pas regretter d'être passé à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui pourrait m'être bénéfique. Tout ça par votre peur de me blesser, votre peur que je me blesse, votre peur de me perdre. Oui, on veut profiter de notre vie, c'est normal, on est jeune, on a le temps. Vous, votre temps, votre jeunesse, vous l'avez passé, malheureusement. Vous avez déjà ce rideau de conscience et ce rideau de conscience du danger, conscience de la vie devant vous. Mais pour ma part, je voudrais fermer ce rideau moi-même, par mes erreurs et par mes 400 coups. Je voudrais leur dire merci à ces 400 coups. Merci pour m'avoir appris, merci pour m'apprendre plus tard. Merci. Allez, maintenant, on va aller faire ces 400 coups. Bravo, c'est votre première et très belle. Alors, on va appeler maintenant Luna en terminale au lycée La Perouse.
vive le vent d'hiver, boule de neige et bonne année, grand-père. Ah, la période de Noël. Imaginez-vous le soir de Noël. Vous sortez de votre travail pour aller rejoindre votre famille à Créteil pour passer le réveillon en leur compagnie. Seulement, vous vous retrouvez bloqué dans l'ascenseur. Vos collègues ne vous entendent pas crier et jouer de la trompette, cadeau initialement destiné à votre neveu. Alors, quand la situation s'améliore, une zézette, épouse X et un Père Noël miteux, violent et voleur font leur apparition. La suite de la soirée se dégrade. Entre cadeaux déplorables, électrocution et meurtre. La pièce de théâtre et le film Le Père Noël est une ordure critique la magie de Noël que, petits comme grands, nous recherchons tous en cette période particulière. Guillaume Apollinaire disait « C'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles ». Mais alors, le Père Noël est-il une véritable ordure? Ou alors, est-ce un généreux homme aimé de tous? Alors, pour les enfants présents dans la salle, je vous demanderai de boucher vos oreilles et n'écoutez pas ce qui va suivre, car le Père Noël est un mythe inventé de toutes pièces. Il fut créé pour que les parents puissent exercer leur autorité sur les enfants, de telle sorte à ce que, s'ils ne soient pas sages, ils ne recevront pas de cadeaux. Et de plus, cette idée même de cadeau est liée à la surconsommation. Eh bien oui, ce Père Noël nous incite à consommer toujours plus d'objets. Et cela nous fait tomber dans un matérialisme insatiable. Et de plus, cet odieux personnage est la représentation même de l'esclavagisme. Eh bien oui, avec sa troupe de lutins qui travaillent jour et nuit, tous les jours de l'année, sans être rémunérés et sans jour de congé. Et parlons aussi de la maltraitance animale qu'il fait subir à ses reines, car eux aussi volent toute une nuit pour faire tout le tour du monde et avec sur leur dos toute la charge des cadeaux destinés aux enfants du monde entier. Et qu'en est-il du sexisme qu'endure la mère Noël? Eh bien oui, elle détient une image d'une femme dépendante et dans l'ombre de son mari, sans lequel elle serait inexistante. Elle fut inventée pour assister le Père Noël et pour être la bobonne de service. C'est seulement en 2016, à travers une publicité de la marque Marks & Spencer, que la mère Noël prit la place du Père Noël en livrant à son tour les cadeaux aux enfants. Mais alors, la magie de Noël n'existe-t-elle pas? Eh bien non, le Père Noël est la bonté même. Qu'est-ce que serait Noël sans la féerie de ce mythe dans l'imaginaire de nos enfants? C'est un Noël sans âme, sans rêve, vide que vous voulez? Ainsi, dire que le Père Noël est une ordure, c'est renlever la magie de Noël dans les têtes de nos enfants, qui se réjouissent avec impatience de recevoir leurs cadeaux. En effet, le Père Noël sert à moraliser les plus jeunes au principe de partage et d'échange. Tout travail mérite salaire, et ainsi la générosité du Père Noël doit être gratifiée en contrepartie de quelques cookies et de lait. Cela apprend de facto, dès le plus jeune âge, aux enfants l'importance d'un échange commercial, formant ainsi au capitalisme et au commerce international qui fera le monde de demain. Eh bien oui, c'est important de les former dès le plus jeune âge. De plus, qu'est-ce qu'un Noël sans la joie de se retrouver en famille, autour d'une dinde, de vin et d'une bonne bûche? Sans la joie de retrouver notre grand-mère anxieuse à l'idée que les toasts sont en train de cramer. Notre oncle un peu éméché à cause de l'alcool et critiquant le gouvernement. Et nos neveux surexcités à l'idée de savoir quel cadeau ils vont avoir cette année. Qu'est-ce qu'un Noël sans cette ambiance quelque peu conviviale et joviale, où toute une famille festoie l'unique fois de l'année? Alors ainsi, le Père Noël est-il une ordure? Eh bien oui, le Père Noël est bel et bien une ordure. Derrière son image d'un homme généreux, c'est un réel monstre. Car oui, il est le produit de la consommation excessive, qui s'invente une image pour cacher ses travers. Grâce à lui, les parents sont eux aussi des ordures. Ils mentent à leurs enfants pour satisfaire leur soif d'autorité et perpétuer leur ignorance. Comment peuvent-ils exiger de leurs enfants la vérité alors qu'eux-mêmes les trompent? Et enfin, quel mensonge les parents vont-ils inventer cette année pour expliquer l'inexistence d'illumination de Noël à la place des cocotiers? Alors j'ai deux solutions pour vous. La première, le Père Noël passera peut-être une quatorzaine sur le caillou parce qu'il a le coronavirus. Une deuxième, il sera bloqué par un barrage routier.
Ok, bravo. Bravo aux deux filles qui ont fait leur solo. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est qu'ils ont eu leur sujet que vendredi. Ils les ont travaillés depuis vendredi. On ne leur donne pas la veille pour le lendemain. Ils ont les sujets un petit peu avant, et là c'était vendredi. C'était pas une semaine avant, c'était vendredi. Maintenant, on va appeler nous, en première, au lycée Blaise Pascal. On nous dit souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. À cette affirmation absolue succèdent souvent des exemples affreusement décourageants. On nous raconte des récits terribles. Et on conclut par un sempiternel « Tu vois, tu n'as aucune raison de te plaindre ». Pour autant, est-ce que la vie doit forcément être des rapides aux flots mouvementés? Y a-t-il donc que deux types de vie, la tranquille et la tumultueuse? Tout d'abord, après tout, notre vie n'est-elle pas relativement tranquille? Elle est au moins matériellement, car il y a toujours moins tranquille que soi. Nous jouissons d'un grand nombre de droits. Vous avez assez de temps pour assister à un concours d'éloquence. Nous avons de l'eau potable, contrairement à beaucoup d'infortunés, d'où l'exactitude de l'expression « fleuve tranquille ». Autant d'éléments qui rendent notre vie plus aisée. En y réfléchissant bien, n'avez-vous jamais dit à quelqu'un, pour le rassurer, quelque chose du genre « rien n'est vraiment grave ». Bien que nous ne soyons pas des chats, nous pouvons toujours retomber sur nos pattes. Nous pouvons faire des études, travailler, démissionner et recommencer le cycle. Nous pouvons avoir une aventure d'un soir, une relation plus sérieuse, rencontrer notre futur conjoint, nous marier même, puis divorcer. Nous avons le privilège de pouvoir façonner nos vies. Malgré l'éventuel désir d'une famille contraignante, qu'elle s'appelle, comme dans le film, Groseille, Le Quesnoy ou autre, nous sommes de nos jours maîtres de notre cœur, de notre carrière, de notre vie. En ce sens, c'est bien et bel et bien un long fleuve tranquille. La seule chose qui stoppe vraiment la vie, c'est la mort. Et je pense que mettre tout le monde d'accord quand j'affirme que nous ne serons jamais aussi tranquilles que quand nous serons morts. En allant encore plus loin même, notre planète est vieille de 4,5 milliards d'années, alors que nous retraçons l'apparition des premiers Homo sapiens il y a seulement 300 000 ans avant nous. Nous ne sommes qu'une parenthèse dans l'histoire de l'univers. Toute notre espèce, aussi arrogante soit-elle, n'y a rien changé. C'est le même soleil qui nous a tous vus naître, et c'est le même soleil qui nous verra tous mourir, nous, gens du XXIe siècle. Notre vie est dans ce sens tranquille, puisqu'elle ne fait rien bouger au niveau cosmique. Elle est trop insignifiante pour être véritablement agitée. Après tout, l'œuvre principale de notre vie, n'est-ce pas de trouver des invités pour notre enterrement? Cependant, il y a des moments où nous constatons bien que non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut certes considérer que seule la mort est synonyme de fin, mais tout ce qui ne vous tue pas ne vous rend pas forcément plus fort, n'en déplaise à Nietzsche. Si vous coupez tous les membres à quelqu'un et que vous le gardez enchaîné dans votre cave, je doute que la personne en ressorte grandie, dans tous les sens du terme. Je prends cet exemple parce que certains voient leur paisible existence perturbée par d'autres. L'histoire n'est-elle pas écrite par les vainqueurs avec le sang des vaincus? Et il n'y a pas que le meurtre qui puisse détruire une vie. Discrimination, harcèlement, viol, torture. Autant de choses qui brisent quiconque, marquent le corps et l'âme. Les vies des victimes de ces horreurs sont loin d'être tranquilles. Pour autant, tous ceux qui ont une vie mouvementée ne la subissent pas. Ce n'est pas tranquille de traverser la Manche à la nage, pourtant cela a été fait. De nos jours, nous pouvons espérer vivre dans les 80 ans. 80 ans d'ennui, 80 paisibles années où il ne se passe strictement rien, ou pire, 80 ans à faire quelque chose que l'on n'aime pas. Ce n'est pas une vie. Un long supplice tranquille tout au plus. Toutefois, la meilleure illustration de l'expression est bien triste. C'est nous. Déjà entre 1984 et 1988, nous avons subi l'épisode des événements. Épisode encore bien présent dans les esprits de ceux qui étaient là. Cette période fut malheureusement une des moins tranquilles du pays. Je ne l'ai pas vécue, et jusqu'ici elle n'existait pour moi qu'à travers les récits des souvenirs de mes proches. Mais c'est là que l'ultime coup de poignard de 2020, déjà assez funeste. En cette fin d'année, j'ai vu aux infos que ma vie risquait de n'être plus très tranquille bientôt. J'ai vu dans les yeux de mes proches une inquiétude intense, que je n'avais jamais vue. Dans leurs yeux, j'ai vécu les événements. Quand ils se sont mis à tout ressasser, j'ai ressenti la même peur qu'eux. L'époque était tout sauf tranquille. Personne ne veut la revivre. Je vous parle maintenant en tant que Calédonien, pas loyaliste, pas indépendantiste, en tant qu'enfant de cette terre qui m'a vu naître. J'ai mal à ma Calédonie. La discorde est la pire de ses blessures. Le pansement, c'est aussi celui qui peut le mieux ramener la tranquillité dans nos vies. La communication.
Nous sommes une terre de parole et nous devons utiliser la parole pour faire de l'éloquence ou pour construire une nation. Nous sommes une terre de partage et ce que nous devons partager, c'est la paix. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement, et je veux arrêter le tsunami avant qu'il n'arrive. Alors je vous le demande, ne perdons pas espoir. Je veux croire, je veux espérer. Donnez-moi de l'espoir. C'est la nourriture des rêveurs, et je suis un grand idéaliste. Après tout, l'espoir fait vivre, non? Merci. Bravo, bravo. Alors là, nous allons accueillir Pierre du lycée La Pérouse en terminale. À toi, Pierre. Bonsoir mesdames et messieurs. Je souhaiterais ce soir vous interloquer sur ceci. Je suis magistralement triste que malgré des milliers d'années d'évolution, de civilisation, durant lesquelles nous avons envoyé des hommes sur la Lune, durant lesquelles nous avons découvert jusqu'au mur de Planck les origines de notre univers, et durant lesquelles nous nous sommes attardés sur la durée moyenne que prenait une tortue pour faire un 100 mètres, ça a été fait, nous ne nous soyons pas plus attardés sur quelque chose d'essentiel à mes yeux. Quelque chose d'essentiel pour tous, la quête du bonheur. En effet, nous créons aujourd'hui des algorithmes permettant de découvrir les goûts de chacun, et ce dans tous les domaines. Mais connaissez-vous ne serait-ce qu'une seule personne dont vous puissiez affirmer qu'elle est tout à fait heureuse? Dans un monde se développant et dans lequel les machines permettent de plus en plus à l'homme de pouvoir abandonner les travaux pénibles au profit d'activités plus légères. Nos choix n'ont de cesse de nous proposer la facilité, jour après jour. Alors, mesdames et messieurs, quel serait le profit à préférer la Dolce Vita, une vie sans contrainte, à une vie de labeur? Quel en serait le coût? En effet, ne pourrions-nous pas nous demander pourquoi nous ne devrions profiter de notre vie qu'à l'âge de la retraite? Pourquoi devrions-nous donner nos belles années de jeunesse à travailler pour n'enfin profiter de ce que peut nous offrir la vie à 62 ans passés? Cela peut paraître assez effroyable, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'à l'âge même où nous devenons majeurs, celui auquel nous entrons dans la vie active, nous ne pouvons nous retirer cette question de la tête. Car si, comme Voltaire l'eût expliqué, la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie peut-elle réellement être vécue sans labeur? Il est intéressant de jeter un regard au film The Great Gatsby. Et loin de la critique de la société que nous pouvons y voir, il serait intéressant de se focaliser sur la vie des personnages de la classe supérieure de ce film. Car leur vie même est la parfaite définition de ce à quoi pourrait ressembler la Dolce Vita. Ces personnages que l'on voit vivre sans se soucier de l'argent ou du travail, dans une abondance de fêtes somptueuses, se permettant de passer leurs jours à la quête de l'amour, ne prenant pas en considération le coût de leur vie. Cette idée même de dépenser sans compter, de vivre sans se soucier, et de profiter chaque jour un peu plus des merveilles que peut nous offrir le monde, ne vous fait-elle pas frémir? C'est d'ailleurs dans cette fuite de problèmes qu'a été inventé le mouvement hippie. Car dans cette recherche du bonheur inconditionnel, pouvoir dépenser sans compter n'est pas la seule porte d'entrée. En effet, dans notre mode de vie, vivre sans contrainte et dans la paix, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes et ne réfléchir qu'aux merveilles que peut nous apporter ce jour-ci, sans penser aux problèmes que nous pourrions rencontrer sur notre route le lendemain. Même si je vous le concède, les hippies n'ont pas abusé que de bonne conscience et de pâquerettes pour trouver le bonheur. Alors oui, sous ces arguments, la belle expression « la vie ne vaut pas d'être vécue si on ne la vit pas comme un rêve » prend tout son sens. Mais prenons un temps pour nous écarter de ce déterminisme. Après tout, si on ne profite que de vacances, sans profiter de travail, d'où peut bien venir le terme vacances? Et même, d'où peut bien provenir le profit de ces vacances s'il n'y a aucune quelconque labeur pour nous en montrer l'importance? Ce 21e siècle, mesdames et messieurs, est un siècle de grandes avancées, dans tous les domaines. Et grâce à celles-ci, nos sociétés ont évolué, nous permettant chaque jour d'être spectateurs de la vie des autres. Mais vivre une vie sans se soucier de rien ne nous ferait-il pas passer à côté d'éléments extrêmement importants pour notre vie? Et alors, ne deviendrions pas nous-mêmes spectateurs de notre propre vie? Au final, vivre la Dolce Vita, c'est, en décidant de se priver des problèmes de la vie, décider de se priver des joies qu'elle peut nous apporter. De plus, comme Schopenhauer l'eût expliqué, la vie est un pendule qui oscille entre souffrance et ennui.
Et l'homme, étant donc un éternel insatisfait, peut-il réellement vivre une vie sans souci? Dans la recherche de cet idéal illusoire, l'homme ne pourra jamais s'admettre pleinement satisfait. Et partant de ce postulat, il est donc directement impossible que celui-ci puisse atteindre le but même de cette Dolce Vita. En effet, prenons un exemple simple. Dans la recherche de n'importe quel état ou objet, la quête est bien plus intéressante que le résultat. Comme on dit, l'important n'est pas la destination, c'est bel et bien le voyage. Alors si on supprime cette étape importante de notre vie, cette étape fondamentale, en se permettant l'acquisition directe de ces objets, nous faisons disparaître le bonheur. La Dolce Vita n'est donc pas l'escalier vers l'ataraxie, mais directement la cause de son inaccessibilité. Mais si au final, la Dolce Vita ne me permet pas, à moi, d'être pleinement heureux, que dois-je faire? Je finis alors par vous poser cette question de but en blanc. Et si maintenant, si tout de suite je vous pose cette question, je vous demande de bien y réfléchir pour y apporter la réponse la plus juste possible. Êtes-vous heureux? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou changer dans votre vie pour le devenir? Il ne suffit très souvent, et selon le principe de Pareto, que de très petites choses ayant un grand impact. C'est aussi un phénomène connu sous le nom d'effet papillon. Alors, mesdames et messieurs, je vous demanderai dès maintenant de lister ces petites choses ayant un impact néfaste sur vous. Et dès ce soir, de tenter d'y remédier. Alors, loin de vous demander de vivre la Dolce Vita, je vous demanderai simplement d'être heureux, selon votre propre définition du bonheur. Merci et viva la Dolce Vita! Alors, est-ce que le jury a besoin d'un petit temps de délibération ou on continue, on fait le débat, vous voulez tout faire? Qu'est-ce que vous choisissez? On continue? Ok. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice, le débat. Alors, je vais appeler Luna, Léna et Pierre pour le lycée La Pérouse. Et je vais appeler Léa, Margot et Lou pour le lycée Blaise Pascal. On a appelé ça le choc des lycées. Alors, le débat, si vous regardez bien le thème, c'est ce gouvernement interdirait les fake news. Donc, le gouvernement et le lycée Blaise Pascal, qu'on va installer ici. L'opposition, le lycée, j'ai dit oui, c'est ça, le lycée La Pérouse ici. Venez vous installer, pas de problème. Ils vont se présenter au fur et à mesure, je vous explique juste un petit peu les règles du débat. Dans ce gouvernement, alors on part du principe déjà, c'est la question qui m'avait été posée, on part du principe que c'est le gouvernement français, calédonien, donc aussi, que dans donc ces représentants, par exemple les représentants du gouvernement, vous avez un chef de gouvernement en face de l'avoir un chef de l'opposition, ils vont alterner leur prise de parole, ils vont venir à chaque fois au pupitre, et ils vont avoir 4 minutes chacun pour intervenir. Il y a 1 minute sacrée. Après, vous allez m'entendre taper dans les mains. Pendant 1 minute sacrée, ça veut dire qu'il ne peut avoir aucune question de l'opposition ou du gouvernement. Ensuite, il y a 2 minutes libres. À ce moment-là, ils peuvent avoir n'importe quel type de question. Ils doivent prendre la question. On ne peut pas ne pas prendre une question. Il faut au moins une question. On peut éluder aussi, mais ça, ils le savent. Ils savent bien faire. Et après une dernière minute sacrée, et après ils vont s'asseoir, et après on alterne, gouvernement, opposition, gouvernement, opposition. Voilà. Donc, je les ai présentés rapidement, parce que vous allez voir comment ça se passe. C'est que le chef de gouvernement et après le chef d'opposition va présenter à chaque fois son équipe. Et la parole est toujours au gouvernement en premier, puisque c'est lui qui va proposer ce projet de loi. Donc ce gouvernement interdirait les fake news, et on appelle d'abord le chef de gouvernement qui est Léa. Allez, vas-y, Léa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Léa Isard-Lepage, Première ministre, et aujourd'hui je suis devant vous pour vous présenter notre projet de loi. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que vous regardiez ces 3 images que j'ai à vous montrer.
La première est un tweet de notre président annonçant que l'intégralité des cours manqués à cause de la Covid seront rattrapés pendant les grandes vacances. La deuxième est un article venant d'un journal plutôt renommé qui annonce que le couvre-feu est illégal. La troisième est une publication Facebook d'un média qui annonce que l'armée française pille le Mali. Je vous demande, à vous, après avoir bien observé ces images, est-ce que vous pouvez me dire qu'ont-elles en commun? Eh bien, elles sont toutes fausses. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de manipulation, il s'agit d'une fake news. La définition qu'on peut trouver de la fake news, c'est une manipulation des informations par des publications. Depuis cette année 2020, qui a été très perturbée avec la crise du coronavirus notamment, nous avons vu une augmentation impressionnante des fake news. Donc le gouvernement a décidé d'agir en conséquence, car si avant les fake news se contentaient d'être des blagues ou des canulars, dès à présent elles menacent la sécurité et même la santé de nos citoyens. Oui. Bonsoir, Nada Esperanza. Comment nos concitoyens peuvent-ils faire confiance à un gouvernement qui les prive de leur liberté en interdisant les fake news? Eh bien, est-ce que vous pensez que mentir, c'est une liberté? Car les fake news, c'est un mensonge éhonté, sans honte, que les médias nous proposent et proposent à nos concitoyens. Donc, nous n'interdisons pas. Pour nous, ce n'est pas interdire, c'est protéger nos citoyens face à des mensonges. En effet, il est important de rétablir les faits et la vérité. En effet, la vérité est à la démocratie ce que le mensonge est aux dictatures. Essentiel. Ne pas mentir aux citoyens est donc la base de notre proposition de loi. Donc notre proposition de loi se coupe en 3 parties. Tout d'abord, une action immédiate visant à interdire les fake news. La création d'une brigade anti-fake news. Elle sera donc un peu à la manière de la police. Ce sera avec plusieurs personnes de différents milieux. Ces personnes seront toutes formées par des professionnels, donc des journalistes qui sont essentiellement professionnels dans tout ce qui est les fake news. Ces brigades permettront d'imposer des peines plus ou moins lourdes, donc souvent des amendes, pour les personnes qui proposent des fake news. Cette brigade permettra aussi la mise en place d'un site web qui sera accessible à partir du site du gouvernement, sur lequel on pourra retrouver toutes les fake news qui ont été débusquées. Nous proposons aussi une action sur le long terme, en commençant à enseigner à nos enfants, donc à l'école, à partir du collège, une matière spéciale qui leur apprend à s'informer sur Internet. Donc elle sera de 30 minutes par semaine, soit 1 heure toutes les 2 semaines, car il est important de protéger les jeunes, car ce sont les penseurs de demain. Pour conclure, lorsque la sécurité de la République est menacée, c'est à l'État d'intervenir. C'est donc à travers la mise en place de cette loi que nous allons combattre un des dangers qui menacent la République. N'oubliez pas, les meilleures armes de la République sont l'esprit, l'éducation et la liberté de penser. Merci. Nous entendons maintenant le chef de l'opposition. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, je me présente, Nada Esperanza, députée et professeure au sein de l'école Sciences Po Paris. Les députés Elena Méran, sociologue, et Pierre Petit, prof d'économie à Paris-Sorbonne, développeront l'idée que les fake news ont une incidence sur l'éducation et l'économie de notre pays. Alors les fake news, comme vous l'avez défini, sont omniprésents dans nos vies, sur les réseaux sociaux, tels Facebook, Twitter ou Instagram encore, mais aussi sur nos téléviseurs et particulièrement sur des chaînes d'information continue. Alors l'interdiction des fake news est une entrave à nos valeurs démocratiques.
Et oui. Il sera alors question de porter atteinte à nos libertés et à nos droits en tant que concitoyens français. D'après l'article 10 de la Confédération européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Alors ainsi, toute personne ayant la possibilité de communiquer des informations ou leur opinion, qu'elles soient véraces ou non, sont en droit de les divulguer. Oui. Laura Fararti, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Vous dites que l'interdiction des fake news correspond à une entrave de la liberté de la République. Sinon, vous soutenez activement la propagation de mensonges en ligne. Oui. Donc, je reprends. Comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors ainsi, les fake news n'apparaissent pas sans raison. Il faut bien qu'il y ait une part de véracité derrière, cachée. Alors prenons comme exemple les fake news propagées suite au coronavirus. Nous en avons eu une multitude. Je prendrai bien sûr la plus répandue, soit les ondes 5G qui propageraient le virus. Alors ça peut sembler absurde, je le comprends pour certaines personnes. Mais néanmoins, il faut dire que cette information cache l'envie des citoyens, de nos concitoyens français, de transmettre leur opinion, ayant envie d'éclairer les non-dits du gouvernement. Oui. Donc vous dites que les fake news liées au coronavirus ont une part de véracité. Donc alors je vous demande, il y a une fake news qui a circulé, c'est que la cocaïne aiderait à ralentir la propagation du virus. Donc vous comprenez cette fake news? Oui. Donc, car si les fake news se propagent de plus en plus, c'est bien à cause du gouvernement. Celui-ci peut les interdire, mais il dissimule des informations qui, si elles sont sues par tout le monde, eh bien, ne créeraient pas ces fameuses fake news tant évoquées. Les fake news sont écrites par des individus et par des groupes agissant dans leur propre intérêt personnel ou au nom d'autres personnes pour des motifs personnels, politiques ou économiques. Alors, selon Machiavel, en politique, la fin justifie les moyens. Car en effet, si la nation obtient ce qu'elle a demandé, que pouvons-nous faire de plus? Eh bien oui, il n'est pas question de prouver que les informations soient vraies ou fausses, mais bien que celles-ci amènent à l'effet escompté. Alors ainsi, les fake news sont le symbole même de la liberté, valeur primordiale de notre République française. Alors si vous, le gouvernement, allez à l'encontre de nos valeurs républicaines, je me demande dans quel pays allons-nous vivre sous votre direction. Car si vous interdisez les fake news, vous menez notre patrie vers le totalitarisme. Eh bien oui. Alors nous revendiquons que nous ne voulons pas interdiction des fake news, car nous sommes pour une nation libre. Alors cessez de limiter nos libertés, c'est contre cette loi qu'il faut voter. Merci. Le public peut soutenir, crier, montrer son soutien, son mécontentement, n'hésitez pas. Bonsoir à tous. Margot Jouillon, ministre de l'économie pour le gouvernement. Notre loi interdisant les fake news nous aiderait économiquement. Ça ne paraît pas évident, mais on mettra en place un système, une brigade, comme l'a dit ma collègue, une brigade qui s'occuperait nuit et jour, 24 heures sur 24, des fake news. Elle les traquerait, elle les interdirait. Chaque fake news aura une amende. Le prix, palier par palier. C'est l'importance de la fake news qui est ici remarquée. On aura bien évidemment une baisse du chômage, puisque avec ces nouveaux emplois, grâce à des brigades fake news qui aideront la jeunesse à ne pas se diviser autant qu'elle ne l'est déjà, nous aidera aussi économiquement pour un renforcement du pays. Elle nous aidera aussi à limiter les arnaques en ligne, parce que bien évidemment, on peut commander, ça n'arrivera pas au bout de 1 an et demi, ou
Jamais. Bonjour, vous parlez d'économie, alors comment comptez-vous, en temps de coronavirus, subventionner cette loi? Comme je viens de le dire, on va mettre en place des brigades. Ces brigades il y aura des formations avec des journalistes, comme l'a dit ma collègue. Tout d'abord, ce sera du bénévolat pour pouvoir commencer à intégrer la brigade. Et ensuite, quand on aura réussi à pourchasser ces fake news et à avoir enfin les auteurs de celles-ci, on mettra en place des peines et des amendes qui nous aidera à financer ce projet, cette loi. Oui. Bonjour, Léna Méran, sociologue. Qu'allez-vous faire dans le cas où ces brigades suppriment les vraies informations? Bien évidemment, ce seront quand même des professionnels. Il y aura des analyses derrière ça. On fera attention. Tout ce qui ça sera analysé. On fera quand même attention. Ce ne seront pas des sujets qu'on prendra à la légère. On fera attention à chaque fake news. C'est pour ça qu'il y aura nuit et jour chaque personne pour chaque fake news. Il sera analysé en temps et en heure, mot par mot, ligne par ligne. Oui. Combien de postes souhaitez-vous donner pour la brigade de fake news? Alors pour l'instant, on voudrait un effectif de 10 personnes le jour. Niveau calédonien pour l'instant, pas mondial. C'est une loi, c'est calédonien. Le jour, on prendra 10 personnes pour la brigade et le soir, on prendra 12 personnes à peu près. Et cette brigade sera financée. Et cette brigade sera financée donc par les amendes qui seront mises en avant. Donc nous souhaitons mettre cette loi en application en interdisant les fake news pour éviter une division de notre nation par le mensonge qui s'étend jour après jour et qui nous divise. Eh bien oui, qui nous divise. Vous aviez dit que vous souteniez le mensonge. Alors à ce moment-là, vous soutenez la division de notre société, de notre pays et de notre nation. Nous, gouvernement, nous sommes là pour notre nation. Nous sommes là pour la protéger. Nous ne sommes pas là pour la diviser. Les fake news ne seront pas pris à la légère comme vous le pensez. Elles seront toutes analysées, toutes regardées, une par une. On prendra le temps et on fera attention. Je tiens quand même à vous rappeler les principes essentiels de notre République et de notre gouvernement, qui est l'esprit, l'éducation et la liberté de penser. Merci pour votre écoute et merci à vous. Bonsoir à tous, je suis Léna Méran, députée et sociologue. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur vos propos, où vous affirmez que vous allez mettre en place une nouvelle matière. Donc en soi, vous affirmez que vous n'êtes pas sûr du fait que vous allez supprimer toutes ces fake news. Puisque comme vous allez instaurer une nouvelle matière, vous allez apprendre aux jeunes à se protéger contre ces fake news que vous êtes censés supprimer. Le futur, c'est la fake news generation. Je serais personnellement plus rassurée d'apprendre que Marine Le Pen traîne en justice Harry Potter pour avoir plagié son visage sur Voldemort, que de savoir que des gens croient qu'il faut respirer pour savoir si nous sommes contaminés du coronavirus. Parce que oui, si vous n'y avez pas encore deviné, ce sont des fake news. La vie est une succession d'épreuves que l'on surmonte avec plus ou moins de difficultés, mais dont on ressort toujours plus fort. Ici, les fake news sont les épreuves, et pour les surmonter, il faut savoir un minimum réfléchir. Nous avons donc tous besoin d'apprendre à identifier si une information est vraie ou non, pour pouvoir l'appliquer dans la vraie vie. Pourtant, seulement 34% des jeunes de 15 à 34 ans déclarent avoir bénéficié d'une action d'éducation aux médias et aux informations
dans le cadre scolaire. Oui, monsieur. Excusez-moi, mais il me semble que nous sommes tous confus par rapport à ce que vous dites et votre collègue. Ainsi donc, votre parti de l'opposition soutient-il les fake news ou pensez-vous... Absolument. Merci. Et la seule autre mise en place par le gouvernement pour aider sa génération, sa population, un simple guide de questions à se poser face à une information. Il faudrait donc déjà renforcer l'éducation de la population avant de contraindre sa liberté d'expression. Nous sommes tous les réels fautifs. 17% des recommandations faites par vos proches sont des fake news. 53% des Français partagent des informations sans vérifier leurs sources. Autrement dit, 53% de la population est potentiellement actrice de la propagation des fake news. Dites-vous que la moitié dans cette salle le sont. Tout comme 26% des informations que nous donne le gouvernement est fausse, ou en soi les personnalités politiques. Donc en appliquant ce cas, 26% de ce que vous êtes en train de nous dire est faux. Oui. Dans ce cas, 26% de ce que vous êtes en train de nous dire aussi est faux. Mais sur quoi je voudrais revenir, c'est vous prétendez que nous n'organisons pas d'éducation pour résister aux fake news. Et vous dites qu'on y résiste alors que vous les soutenez activement. Mais nous venons d'expliquer que notre plan était d'instaurer des cours en classe. Si donc, y a-t-il quelque chose que nous aurions besoin de clarifier? Non, mais je tiens quand même à rappeler que vous, comme je l'ai dit plus tôt, que vos informations que vous dites, votre éducation n'est pas forcément utile puisque vous allez supprimer toutes les fake news. Les fake news prennent aujourd'hui tellement d'ampleur que pour les interdire, il faudrait déjà supprimer les premières. Rien que sur Facebook. En avril 2019, 50 millions de fake news ont été postées liées au coronavirus. Il est donc évident qu'on ne peut pas toutes les supprimer. C'est pourquoi, au vu du nombre de fake news et de leur facilité de propagation, au vu d'une méthode bien plus simple qui pourrait remplacer l'interdiction des fake news, soit l'éducation, nous nous opposons à votre loi. Cessez de limiter nos libertés, c'est contre cette loi qu'il faut voter. Merci. Bonsoir, Laura Farartig, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Tout d'abord, il me semble assez évident que votre parti se moque de nous et de toute l'Assemblée présente. Vous soutenez activement les fake news, vous soutenez la propagation de mensonges. Vous êtes de honteux agents du mensonge, en vérité. Vous voulez saper les fondements de la République. Vous soutenez des nouvelles fausses créées par des entités partielles et extérieures. Vous nous traitez de totalitaristes en citant Machiavel. On passera sur ça. Et surtout par rapport à celle qui est passée avant moi, je tiendrai à dire une seule chose, beaucoup de chiffres, peu de sources. Ainsi donc, en tant que ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, je considère que c'est de mon devoir de protéger la jeunesse de gens comme vous. Je veux empêcher les fake news d'intégrer le XXIe siècle. Nous avons besoin de tout, sauf d'une identité de ce siècle qui soit fondée autour d'un mensonge global et entièrement français. Nous voulons construire une culture contemporaine qui soit vraie et saine. Nous ne voulons pas d'une culture Internet et d'une culture contemporaine qui soit totalement minée par les mensonges que vous prétendez répandre, alors en prétendant répandre la vérité. Nous voulons protéger les futurs citoyens, c'est-à-dire nos enfants. Je ne crois pas que vous puissiez en dire autant. Oui, donc bonjour. Beaucoup affirment que la loi de 1881 concernant les fake news n'est pas souvent respectée. Comment allez-vous faire pour faire appliquer cette loi? Premièrement, il me semble étonnant qu'en 1881, le terme de fake news soit correct. Ensuite, nous sommes le gouvernement. Nous sommes en quelque sorte la loi. Notre rôle est de l'appliquer et d'adapter la loi au phénomène local des fake news. Notre rôle, c'est la loi. Et vous êtes ceux qui voulez la saper. Ainsi donc, les fake news, vous prétendez qu'elles développent notre réflexion et qu'elles font partie de notre liberté de penser, mais c'est tout l'inverse. Les fake news empêchent la réflexion.
elles pensent à notre place. Nous sommes manipulés par les fake news, vous-même d'ailleurs, mais c'est d'ailleurs ce qui est dommage avec l'erreur, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans l'erreur. Bonjour Pierre Petit. Vous avez sorti il y a quelques années une loi concernant l'interdiction de télécharger illégalement, ainsi qu'une brigade qui faisait ce métier. Or, il y a de nombreux moyens pour détourner, que nous connaissons tous, pour détourner cette loi. Alors, je voulais savoir comment vous comptiez faire pour détourner, pour empêcher le détournement de votre loi contre les fake news. Premièrement, il est important de savoir que nous n'avons pas de brigade anti-téléchargement illégal. C'est une loi qui est appliquée à tous les domaines Internet. Donc, vos informations sont erronées à vous aussi. Ainsi donc, notre but avec une brigade anti-fake news est véritablement de créer une vigilance sur Internet. Notre but est de supprimer un maximum de fake news sans cependant en les limiter à ça. Notre plan est aussi, sur le long terme, d'éduquer les jeunes générations et ainsi de prévoir la prévention aux fake news. Nous ne faisons pas que guérir, nous prévenons aussi. Ce que nous voulons véritablement, c'est armer les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Nous voulons armer les citoyens d'aujourd'hui et de demain avec les armes de la République, l'esprit, l'éducation et la liberté de penser. Ce sont les meilleures armes de la République, ce sont nos armes. Ainsi donc, nous ne pouvons pas laisser décemment des sapeurs comme vous détruire notre système et le reconstruire sur des bases totalement mensongères. Vous êtes de honteux agents du mensonge, je le dis, je le répète. Vive la République, vive la France. Votez pour notre projet de loi. Bien bonjour, Pierre Petit, je suis député et aussi professeur d'économie à Paris-Sorbonne. Je pensais me rendre ce matin à l'Assemblée nationale, mais je vois que je suis au final arrivé dans une classe de CP, et encore. En effet, plutôt que d'essayer d'éduquer comme il se doit nos chers concitoyens, vous souhaitez leur limiter leur liberté. Alors bon, dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité, le fait de bafouer l'une de ces trois valeurs est bien loin des idéaux français. Les fake news, excusez-moi, pardon, je reprends vos termes. Vous avez dit que vous souhaitiez faire une brigade qui, en Nouvelle-Calédonie, compterait 10 personnes la journée et 12 personnes la nuit. Pourquoi pas? Sachez que nous sommes près de 300 000 Calédoniens. Sachez aussi que, grâce à des données par Twitter, une personne poste 1 à 3 tweets par jour. Cela fait 300 000 à 900 000 tweets par jour en Nouvelle-Calédonie, donc 30 000 tweets à traiter par jour pour chaque personne de votre brigade. Je ne sais pas s'ils sont Flash McQueen ou qui que ce soit d'autre, mais je pense que cela est tout bonnement inhumain. Allez-y. J'espère que vous réalisez bien que ce chiffre de 10 à 12 personnes par nuit et par jour est provisoire et nous allons évidemment nous adapter au vu des besoins de la brigade. C'est encore un projet. C'est là le terme du projet de loi. Et ensuite, il me semble que votre équipe a un léger problème de compréhension. Vous considérez véritablement les fake news comme positives, malgré oui, totalement. ce que nous venons de dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, si vos personnels de la brigade, votre personnel de la brigade sont bel et bien des surhommes, ce que je pense ne sera pas le cas, je pense aussi vous demander comment, par le bénévolat, vous souhaitiez faire venir ces personnes au travail, sachant que vous allez leur donner des journées de plus ou moins 24 heures de travail. Donc, vous dénoncez comme agent du mensonge. Eh bien, messieurs, nous vous dénonçons comme agent, agent du totalitarisme. En effet, chaque pas que vous faites en endiguant nos libertés, en nous permettant de moins en moins de nous exprimer, car si l'arme de la République est la liberté de penser, celle du peuple est la liberté de s'exprimer, monsieur. Donc si vous nous empêchez petit à petit de nous exprimer, je souhaite vous demander comment vous pouvez encore gouverner notre pays. Messieurs, nous sommes dans un monde où il est de plus en plus difficile de faire de l'humour, sans toucher au sujet sensible. Et maintenant, c'est l'État qui va censurer l'humour en censurant tout type de fake news. De plus, cette interdiction de publier des fake news va provoquer la fermeture de nombreux journaux à but humoristique, tels que le Garofi ou l'Examineur.
Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous comptiez faire pour limiter le chômage créé par votre propre loi. Car en effet, dans un temps de coronavirus que nous subissons actuellement, ces personnes vivent uniquement de ce journal. En proposant votre loi, vous leur proposez tout simplement de prendre la porte, voire même de prendre des amendes s'ils continuent de travailler. Monsieur, dans un pays où la devise est liberté, égalité, fraternité, je reviens là-dessus, supprimer une de ces trois valeurs, c'est au final supprimer la France elle-même. Alors, cessez de limiter nos libertés. Et c'est contre cette loi qu'il faut voter. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Ce que je vous proposerai tout à l'heure, quand le jury va délibérer, c'est que le public, vous pourrez, on va voir ensemble, et vous donnerez aussi, il y aura un prix public pour ce débat. Alors, vous avez vu aussi que là, l'exercice était plus compliqué parce qu'il y avait de l'interaction. C'est-à-dire que les jeunes avaient préparé leur intervention, mais ils ne connaissaient pas les questions. Là, on va passer au dernier exercice, et c'est l'exercice finalement le plus compliqué, parce que ça va être une joute entre deux personnes, entre Charlotte, tu peux venir ici, et Jules. Ils sont tous les deux en terminale L, en terminale L au lycée Lapérouse. Donc on va avoir Charlotte qui va parler donc, dans un premier temps. Ensuite, on a donc Jules qui parlera dans un deuxième temps. Tu peux t'approcher à ce moment-là, Jules, s'il te plaît. Alors, comment ça va se passer? C'est que Charlotte va à 4 minutes pour parler, pour définir le sujet qui n'est pas encore affiché. Ah, c'est voilà. Donc là, on revient au cinéma. Le bonheur est-il dans le pré? Charlotte, donc, à 4 minutes pour développer à l'affirmative. Et Jules, à 4 minutes pour développer à la négative. Et à la suite de cela, ils vont avoir la joute oratoire. Et là, chacun a préparé de son côté des questions, à l'avance, peut-être une ou deux, mais surtout, ils vont être à l'initiative de questions. Parce que aucun des deux ne connaît la partie de l'autre. Donc ça va être une surprise. On peut les encourager parce que l'exercice est vraiment difficile. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Ne le cherchez plus. Je vous affirme que le bonheur est dans le pré. Je pense d'ailleurs qu'en cette période de conflit calédonien, il est plus qu'important de parler d'espoir et de bonheur. C'est pourquoi je vous invite à m'écouter attentivement, car je vais vous présenter la solution à tous vos problèmes. Cette citation « Le bonheur est dans le pré » est extrait d'un poème de Paul Fort parlant de l'espoir durant la Première Guerre mondiale, malgré la souffrance endurée par les soldats, qui a par la suite inspiré de nombreuses œuvres, telles que le film d'Étienne Châtillier produit en 1995. Un film qui nous présente un homme tourmenté, comme beaucoup d'entre nous, par la vie urbaine et qui décide alors de partir vivre à la campagne. Celui-ci découvre donc une vie bien différente de la sienne, mais surtout il se découvre lui-même. Il apprend à se connaître et devient par la suite un homme heureux. Les experts le savent depuis longtemps. De nos jours, surtout, la vie urbaine touche la santé mentale de nombreux d'entre nous. De nombreuses maladies mentales graves sont plus fréquentes dans les villes que dans les campagnes. En Allemagne, par exemple, la dépression atteint 40% des citadins, en plus de la fréquence des troubles anxieux qui a augmenté de près de 20%. Selon une nouvelle enquête de l'Observatoire du bien-être, les habitants des unités rurales et des petites villes déclarent des niveaux de bien-être supérieurs aux habitants des grandes villes. Les villes moyennes se distinguent par un niveau de satisfaction nettement inférieur, et celui de tous les autres types d'agglomérations, quand les effets d'âge, de revenus et les différences régionales sont neutralisés. Ce différentiel en faveur des campagnes et des petites villes est expliqué par plusieurs facteurs, comme la qualité du cadre de vie, du logement et de relations sociales, un moindre sentiment d'insécurité et surtout des niveaux plus faibles d'inégalité. C'est pourquoi dans de nombreux pays tels que la Nouvelle-Calédonie, les hommes veulent se rapprocher de la nature. En Nouvelle-Calédonie, nous avons de nombreux projets comme par exemple le Néobus étant un bus écolo, comme
comme par exemple les nombreux sentiers, afin que les habitants puissent aller courir et marcher, se rapprocher au plus près de la nature et du bien-être finalement qu'on leur doit. Chacun a le droit, chacun a le droit et finalement chacun a finalement le devoir d'être heureux. J'ai contribué moi-même finalement à cet engouement collectif un petit peu forcé, que l'on peut appeler ça le lycée, essayer d'atteindre le bonheur ensemble, dans une certaine cohésion. Alors peut-être faut-il rappeler finalement que la recherche frénétique du bonheur ouvre le chemin le plus sûr vers l'échec et le dégoût. Ce qu'il faut surtout faire, c'est se concentrer sur soi-même. Le bonheur finalement n'est pas un but, encore moins une carrière ou une obligation, mais un don gratuit, une surprise et la récompense de ceux qui ne passent pas le temps finalement à le cultiver. Le bonheur n'est pas un exercice narcissique et solitaire. Il tombe comme par hasard sur la tête et dans le cœur de ceux qui, loin de s'occuper d'eux-mêmes, s'occupent plutôt d'autres choses et des autres. C'est pour cela que, oui, je vous affirme que le bonheur est partout. Le bonheur est dans nos campagnes, dans nos prés, dans nos champs. Le plaisir est une herbe folle qui pousse entre les pierres. Le bonheur est un lac très calme qui brille sous le soleil. La joie est une tempête qui tombe du ciel pour nous élever vers lui. Je vais finir par conclure avec cette belle citation de Voltaire qui nous dit « Le bonheur est un bien qui nous vend la nature. Alors apprenons à saisir cette chance. » Tous les hommes, à n'importe quel âge, à toutes les époques et en dépit de cultures différentes, cherchent depuis la nuit des temps à être heureux. La quête du bonheur est en effet une expérience universelle à laquelle chacun tend, mais à laquelle peu accèdent. Cependant, malgré la difficulté de cette entreprise, certains affirment le plus naturellement du monde que le bonheur est dans le pré. Pour ma part, il me semble qu'une telle universalité dans la recherche ne peut se restreindre à un si petit espace. En outre, si le bonheur était dans le pré, il ne nous resterait plus qu'à envier les vaches. Or, et vous en conviendrez sûrement, rares sont ceux qui considèrent l'existence bovine comme un idéal de joie à atteindre. Mais par métonymie, le pré, c'est aussi la campagne. Cette campagne qui fait tant rêver nombre de citadins. Cependant, le pragmatisme tend bien souvent à éloigner ces deux notions de bonheur et de campagne. À l'heure actuelle, le mode de vie rural partout dans le monde cumule les handicaps socio-économiques de notre temps. Cumule les handicaps socio-économiques de notre temps. Les Français, notamment, en ont bien conscience. Tous estiment que les campagnes sont les plus délaissées par les pouvoirs publics. Le manque de services est le principal bémol à la vie campagnarde, suivi par le manque d'offres d'emploi et par le manque de transport. De plus, si le bonheur était peut-être dans le pré, aujourd'hui, une chose est sûre, les pesticides l'ont tué. Alors, la campagne a beau être un fantasme pour les citadins, ces derniers déchantent rapidement quand ils doivent faire face à 50 nuances d'engrais. Il me semble donc que le bonheur ne se concentre pas dans les campagnes et dépend davantage de l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène, qu'elle soit citadine ou rurale. Mais peut-être allons-nous trop vite en besogne, car comme le rappelait Aristote, pour parler avec compétence d'une chose, il faut savoir définir cette chose même. Dans l'histoire de la philosophie, donc, le bonheur a été l'un des premiers sujets à résoudre. Qu'est-ce qu'une vie heureuse et quels sont les meilleurs moyens pour y parvenir ? Le bonheur est avant tout une sensation subjective qui se place parmi d'autres sensations selon l'intensité émotionnelle qu'on lui accorde. D'un point de vue extérieur à sa personne, on expérimente a posteriori la jouissance, le plaisir par le corps. Inversement, d'un point de vue intérieur, on vit a priori la joie, la béatitude par l'esprit. Parmi ce spectre de sensations, donc, le bonheur varie en fonction des individus, des circonstances, mais aussi de la période. Le bonheur est donc cet état complet de satisfaction et de plénitude. Ce thème reste néanmoins éminemment subjectif. En effet,
Promettre le bonheur à tout le monde est une pure utopie, car le bonheur, premièrement, cela ne se décrète pas. Ensuite, comme on l'a vu, il se vit individuellement comme toute sensation. Malgré l'universalité de la recherche du bonheur, il appartient à chacun de le chercher individuellement et où bon lui semble, dans les villes ou dans les prés. De plus, la question initialement posée, le bonheur est-il dans le pré, affirme un présupposé. Il fait l'hypothèse que le bonheur serait en dehors de nous, dans les prés, dans la nature. Une telle définition du bonheur, pourtant, ne prend en compte que l'extériorité de cette expérience, le rapport d'ouverture à la nature, en délaissant totalement sa partie la plus essentielle, le rapport d'ouverture à soi. Le philosophe Épicure le rappelait dans sa lettre à Ménécée, c'est un grand bien que de se suffire à soi-même. En tout cas, philosophe ou non, chaque être humain sur cette terre a en lui sa propre représentation du bonheur, qui le guide dans ses choix de vie de tous les jours. Ainsi, le bonheur, loin de s'inscrire dans un rapport d'extériorité avec le monde, n'est certainement pas dans les prés, mais plutôt, comme le disait Voltaire, dans un jardin intérieur à cultiver. Merci. Bonjour. Je me sens outrée par le pessimiste de vos pensées, mais je vais imaginer que vous ne vivez pas dans un pré pour pouvoir avoir le bonheur de vous exprimer joyeusement devant un public qui ne peut pas finalement terminer dans une certaine morosité. Mais bon, commençons par les questions. Mon canard, si le bonheur est dans le pré, comment expliquez-vous qu'une grande partie des maisons de vacances se trouvent dans les campagnes ? Mon lapin, je pense que vous tendez à confondre bonheur et plaisir. Car si nombre de maisons de vacances se situent dans les campagnes, les lieux de résidence permanente se trouvent dans les villes. C'est bien à supposer que les campagnes, loin d'être vecteurs de bonheur, sont plutôt vecteurs de plaisir. La différence, c'est que le bonheur ne passe pas alors que les plaisirs passent. Et si nombre d'habitants ont des maisons à la campagne pour les vacances, c'est qu'ils y prennent du plaisir momentanément, mais qu'ils n'y trouvent pas un bonheur suffisant pour y rester à long terme. Ensuite, je voudrais vous poser une question simple. Comment pouvez-vous prétendre combler tout le monde de la même manière? La même chose pour tout le monde et tout le monde sera heureux? N'est-ce pas là une forme de communisme de la pensée? Non, ce n'est pas un communisme de la pensée. Le fait est que la citation est le bonheur dans le pré. Je ne dis pas que tout le monde devrait aller dans ce pré pour connaître le bonheur. Comme vous le dites, il y a des plaisirs. Les plaisirs, finalement, peuvent être confondus avec le bonheur. Le fait est que certaines personnes ne se rendent pas compte que les plaisirs, certaines fois, peuvent être un bonheur permanent. Les plaisirs accumulés peuvent créer un bonheur permanent. Le fait est que tout le monde n'a pas finalement cette occasion d'aller au pré, et comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement par exemple calédonien essaie d'emmener le pré, donc la nature finalement de plus en plus en Calédonie, d'où le fait que tout le monde finalement a de plus en plus accès à cette nature. Vous avez l'air de penser que la vie est au cœur de tout. Comment expliquez-vous que cette salle aujourd'hui finalement soit remplie de paysages calédoniens, puisque nous sommes dans une salle voulant le bonheur du peuple calédonien et je ne vois que des paysages, je ne vois finalement aucune ville? Parce que la Nouvelle-Calédonie est majoritairement rurale et que ces photos témoignent du patrimoine calédonien, des emblèmes de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas pour autant que les gens s'y installent. Si les gens s'y installent, si jamais les gens devaient s'y installer, il n'est pas à dire qu'ils seraient heureux. La preuve en est que personne ne s'y installe, que la population reste sur Nouméa. C'est bien qu'elle est beaucoup plus heureuse à Nouméa,
et qu'elle préfère prendre du plaisir à regarder ces tableaux plutôt qu'à y vivre. Ainsi, la campagne est peut-être vecteur de bonheur lorsqu'on la regarde plutôt que lorsqu'on y vit. Puisque vous semblez affirmer avec véhémence depuis le début de cette joute que le bonheur est dans le pré, vous avez parlé des maisons de campagne, moi je vous le demande, si le bonheur est dans le pré, comment expliquez-vous le phénomène d'exode rural qui s'est accentué ces dernières années? Par le fait que l'homme comprend de plus en plus que le bonheur est dans le pré et que l'homme comprend de plus en plus que le bonheur est dans le pré et finalement, je pense que vous devez probablement vous tromper sur vos sources étant donné que l'homme décide de plus en plus, de s'écarter finalement des villes et d'aller de plus en plus vers la nature. Et le fait est que l'homme qui décide d'aller s'installer dans la nature décide finalement de s'écarter de tout ce stress, de toute cette pollution en ville. Si le bonheur n'est pas dans notre pré, comment expliquez-vous que les multiples rêves de certaines finalement de ces personnes dans cette salle ont été fondés sur par exemple la petite maison dans la prairie? Et vous l'avez dit vous-même, c'est un rêve. Or, le rêve appartient au domaine de l'illusion et nous vivons dans la réalité. Le fait est qu'on a beau rêver de ce paysage de campagne, de ces prés, d'y habiter, pourtant peu prennent la décision d'y aller. C'est bien que la réalité supplante le rêve, puisque on peut rêver de solitude, de grands espaces. Le fait est que dans la vie de tous les jours, les gens ont besoin d'un certain nombre de conforts qui ne peut leur être offert que dans les villes et dont ils ne peuvent pas se passer. C'est bien pour ça qu'ils ont des maisons à la campagne mais qu'ils reviennent toujours à la ville. Cependant, je pense que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, puisque je n'ai pas dit que le bonheur se trouvait en ville. Loin de moi cette idée. J'ai dit simplement que le bonheur n'est pas forcément à la campagne. Et c'est très différent, puisque le bonheur dépend davantage de nous que de l'environnement dans lequel nous sommes. Nous devons apprendre à nous suffire nous-mêmes pour ne pas faire dépendre notre bonheur de quelque chose qui ne dépend pas de nous, à savoir l'environnement. Moi, je vais vous poser une question simple qui risque de vous faire sourire, mais qui est pourtant purement pratique et essentielle. Comment comptez-vous assurer le bonheur rural à des personnes qui sont allergiques au pollen ou phobiques des insectes? Sachez qu'il y a de nombreux remèdes et la médecine commence à évoluer de plus en plus pour faire en sorte d'ailleurs que les personnes allergiques aux insectes ou au pollen finalement aient des remèdes, ce qui prouve que tout le monde finalement, avec l'aide du gouvernement, peut de plus en plus atteindre finalement ce bonheur dans l'autre. Et le fait est que la médecine augmente, et le fait que la médecine augmente, cela fait que la population peut de plus en plus donc connaître cet espace de nature. Une dernière question, on arrête là? Oui, une dernière question. L'homme venant de la nature, étant donné que nous venons tous de la préhistoire apparemment, nous avons vécu finalement dans la nature. Pourquoi le bonheur n'en viendrait-il pas également, étant donné que c'est l'homme qui crée cette idée de bonheur? C'est le principe de l'évolution. C'est-à-dire que vous dites que l'homme est un animal de nature, mais moi, pour reprendre Rousseau, je dirais que l'homme est un animal social. L'homme est un animal politique, et un homme qui ne sait pas vivre en société, cette fois-ci pour prendre Aristote, est soit une bête, soit un dieu. Donc, le fait est que si nous avons évolué, que nous avons créé des sociétés, créé des villes, c'est bien que l'homme est cet animal social, qu'il a besoin de vivre avec les autres, de se créer des propres lois, de se créer un environnement commun, puisque justement pour assurer sa propre perpétuité, il s'est bien rendu compte qu'il fallait avant tout vivre en groupe, ce qui n'empêche pas que certains hommes continuent à vivre à la campagne, puisque le bonheur, comme je l'ai dit, est subjectif, et donc on peut très bien être heureux à la campagne comme à la ville. Cependant, le bonheur n'est certainement pas exclusivement rural. Peut-être une dernière question. Vous nous avez dit que le bonheur
est partout. Et dans ce cas-là, s'il est partout, vous avez dit il est partout, il est dans les prés, dans les champs, et pourquoi pas partout dans les villes, dans la mer, dans les montagnes? Alors, la mer et les montagnes font partie de la nature, et dans cette expression, donc le bonheur est dans le pré, la personne qui a fait cette expression, Paul Fort, parlait forcément d'un pré, des champs de combat, mais il parlait surtout de cette nature, et comme vous venez de le dire, en fait, finalement, la mer et les montagnes font partie de la nature. Donc, c'est exactement ce que je disais, le bonheur est partout, donc... les villes ça ne faisait pas partie de ma définition, car je n'ai pas cette idée du bonheur dans les villes, étant donné que les villes, finalement, sont perpétuellement vecteurs de stress pour tout le monde et de pollution, et que je pense qu'un bon nombre d'entre nous aimerait finalement pouvoir avoir la chance d'aller par exemple dans le nord de la Calédonie afin de s'y reposer plutôt que de rester avec cette ambiance de conflit à Nouméa tout le temps. Pouvoir se reposer, ce qui serait très bien pour tout le monde, je pense. Alors, on va laisser le jury délibérer dans la salle d'à côté, et puis et pour l'instant, on va faire le vote. On s'arrête un tout petit peu, puis après, on va faire le vote du public pour le débat.